Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez bien? Ouais, Oui, bon, je pense qu'on t'entend bien. je pense. Vas-y. Du coup, avec Adèle, on travaille toutes les deux dans une ESN. Et du coup, à nous deux, on a eu l'habitude de voir pas mal de projets déjà, pas mal de typologies d'équipes. Et en fait, on a constaté un truc, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont constaté aussi, c'est que faire grossir une équipe tech, c'est vraiment pas facile. Et du coup, c'est en essayant de répondre un peu à cette problématique qu'on a commencé à s'intéresser au micro-front-end. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va commencer par revenir un peu sur, mais en fait, pourquoi c'est dur de faire scaler une équipe tech? Donc, au début, si vous avez de la chance et que vous avez connu ce monde merveilleux où on fait un projet from scratch, qu'on est 2 devs, un tech lead, c'est génial. On est une toute petite équipe. On est assis à la même table, généralement, si on n'est pas en full remote. Du coup, la communication est super facile. Et comme la communication est facile, on va très très vite. Et ça, c'est génial, et tout le monde est content, le client y compris. Et sauf que comme tout le monde est content, on a très vite envie de faire grossir l'équipe pour avancer encore plus vite, voire les équipes. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein d'équipes, une codebase qui se multiplie aussi, et là, c'est souvent le début des problèmes. Un des premiers problèmes qu'on rencontre, c'est celui du déploiement. Quand on n'a qu'une seule équipe, ça va tellement vite. On développe sa feature, on la recette en environnement de validation. Si tout va bien, on l'envoie en production et nos utilisateurs sont ravis. Mais ça se complique à partir du moment où on est déjà 2 équipes, voire même 2 développeurs, ça crée des dépendances. Donc d'un coup, si on a une feature A qui est en cours de développement pendant que la feature B est finie, les deux sont bloqués avant de pouvoir aller en production. Ou alors si on est prêt à envoyer les deux, mais qu'il y en a une qui échoue sa recette parce qu'il y a un défaut, on est aussi bloqué. Donc nos utilisateurs sont tristes et nos développeurs aussi. Un autre problème qu'on peut avoir, c'est tout ce qui est partage de connaissances. Au début, quand on est 3 dans l'équipe et qu'on est tous à la même table, c'est facile de partager les connaissances, d'établir des standards. Quand ça grossit, ça devient plus compliqué. Je pense que vous avez tous connu ce confluence ou ce notion infernale qui s'est remplie de docs au fil des mois, voire des années. Le problème avec ça, c'est que la doc, il faut la maintenir. Il faut savoir qu'elle existe, sinon elle ne sert plus à grand-chose. Du coup, ça peut vite devenir embêtant. Il y a assez vite le problème de l'ownership, de la responsabilité du code. À qui appartient ce code et si je veux le modifier, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple de se marcher sur les pieds. Si on est 2 à vouloir modifier la même ligne de code, qui va gagner? Est-ce que je vais m'en rendre compte en ayant des conflits au merge? Ça, c'est le meilleur des cas. Ou est-ce que je vais m'en rendre compte en ayant des bugs en production? Et enfin, il y a sûrement plein d'autres problèmes au fait d'avoir plusieurs équipes, plein de développeurs sur la même codebase. Un autre problème qu'on a identifié, c'est comment garder une codebase cohérente. Parce qu'au début, quand on n'a qu'un seul tech lead, finalement, c'est facile, c'est lui qui concentre les décisions, qui établit les standards, et la codebase est à peu près cohérente. Sauf que quand on a plusieurs équipes, ça veut aussi souvent dire qu'on a plusieurs tech leads, qui ont chacun un peu leur petite préférence. Et du coup, on peut vite se retrouver avec différents standards selon la partie de la codebase dans laquelle vous vous situez. Et ça, quand on a un nouveau dev qui arrive sur ce genre de codebase, c'est vite très compliqué à gérer. Pour résumer, quand on a une très grosse équipe avec 20 devs ou plus, pour rester agile et continuer à livrer vite, on a besoin de pouvoir déployer de manière autonome. Sinon, on va se bloquer les uns les autres et on va s'introduire des défauts dans les responsabilités des autres. Et on a justement besoin d'avoir des scopes de responsabilité très clairs. Ça va permettre d'une de pouvoir prendre des décisions facilement. Si vous devez vous mettre d'accord à 20, ça va prendre beaucoup de temps. Si vous devez vous mettre d'accord à 5, ce sera plus simple. Et ça va vous permettre de devenir très fort sur la partie technique, mais aussi sur le métier qui vous appartient. Bon, cette question-là, elle n'est pas toute récente. Donc il y a des livres que j'ai mis là qui sont devenus à peu près standards dans le marché. Je pense qu'ils doivent avoir 10 ans. On a Team Topologies,
comment j'organise mes développeurs entre eux pour qu'ils soient autonomes. Accelerate, comment je mesure que mes développeurs arrivent bien à mettre en prod régulièrement, vite et bien. On a aussi une solution technique, les microservices pour le back-end, comment je découpe et comment je fais communiquer entre eux des petits back-end. Mais quid du front-end? Et du coup, on a une solution à ça qui est très proche des microservices, c'est les micro-front-end. Les micro-front-end, qu'est-ce que c'est? Bon, si vous connaissez les microservices pour le back, c'est presque la même chose. Donc les microservices, vous avez un back monolithique, vous le découpez en plusieurs microservices qui sont complètement indépendants, vous pouvez travailler dessus, les déployer de manière complètement séparée. Micro-front-end, c'est pareil, vous allez avoir votre gros front-end monolithique et vous allez pouvoir identifier des briques que vous allez pouvoir extraire dans des micro-front-end, donc qui sont des front-end indépendants. Donc par exemple, si vous prenez, bon là on va prendre un front un peu simple juste pour la théorie, avec un header, un footer et puis du contenu marketing au milieu, on va pouvoir se dire, bah, on fait 3 briques de ce gros front-end, et chacune de ces briques est gérée par une équipe indépendante. Donc jusque-là, c'est la même chose que les microservices. Sauf que, contrairement aux microservices, on va avoir une problématique technique un peu plus intéressante pour les micro-front-end, c'est que derrière, on va devoir tout réagréger. Parce qu'à la fin, en tant qu'utilisateur, vous voulez voir votre front en entier et pas en petits bouts. Cette agrégation, elle peut se faire dans le navigateur directement, on en reparlera. Elle peut aussi se faire au niveau du serveur. On a plusieurs outils qui nous permettent de gérer des micro-front-end aujourd'hui. On vous en détaillera un, qui sont plus ou moins faciles d'utilisation. Et donc, comme l'expliquait Elise, comme il y a cette complexité du fait de devoir tout assembler pour l'utilisateur final, le retour sur investissement des micro-front-end, il n'est pas toujours clair. Donc aujourd'hui, la question auquel on voudrait vous apporter des réponses, c'est quand est-ce que c'est intéressant pour vous de faire des micro-front-end? Quand est-ce qu'il vaut mieux pas en faire? Pour ça, on va vous raconter 4 histoires de 4 clients différents pour qui on a travaillé, 4 entreprises qui ont eu des problèmes qu'on a résolus avec ou sans micro-front-end. La première histoire, c'est celle d'une compagnie aérienne pour laquelle j'ai travaillé il y a 1 an. Leur CDO avait lu les 3 livres dont je vous ai parlé. Donc son rêve, c'était d'avoir plein d'équipes, d'avoir bien organisé toutes ces équipes par expertise métier, ceux qui étaient très forts sur le pricing des vols, ceux qui étaient très forts sur la recherche. Il s'était dit comme ça, il n'y aura plus de bugs parce que ce sera leur expertise. Il s'est dit aussi qu'il fallait mettre en prod tous les jours, plusieurs fois. Comme le dit Accelerate. Et donc on lui a proposé plein de solutions pour se moderniser et on lui a proposé de faire des micro-front-end. Donc ici, vous avez un screenshot d'un site d'une compagnie aérienne qui n'est pas celle de mon client, mais il s'avère que toutes les compagnies aériennes ont la même homepage. Et donc elles ont toutes un header, une barre de recherche pour trouver votre vol et souvent un héros pour mettre en avant la campagne marketing du moment ou les campagnes en cours. Quand on regarde le héros et le header, ça appartient beaucoup au domaine du marketing. Le header parce que ça va définir le plan, donc ça va optimiser le SEO. Le héros parce que c'est pour les campagnes de marketing. Donc on va le rattacher au domaine de l'équipe marketing pour qu'elle devienne experte techniquement de son CMS, du SEO, mais aussi qu'elle sache quel est le besoin de son utilisateur, rédacteur dans l'équipe marketing. Et on a le micro-front-end recherche, qui appartient donc à l'équipe recherche, qui est forte pour faire des recherches très rapides en back-end, mais aussi une bonne UX pour les utilisateurs finaux pour qu'ils trouvent leur vol. On leur a proposé d'utiliser Module Federation. C'est un plugin de Webpack qui permet donc d'agréger des fronts entre eux et principalement de faire des micro-front-end. Du coup, comment ça marche, Module Federation? Si on revient un peu en arrière, à l'époque où on n'avait pas de micro-front-end, ce qui se passait, c'est que le développeur écrivait du code dans son IDE, en TypeScript, idéalement. Ensuite, en déployant, il allait transpiler, compiler son code, puis charger les assets sur le CDN. Et ensuite, au moment où l'utilisateur veut accéder à la page dans le navigateur, c'est le navigateur qui va télécharger les assets, assembler la page et l'afficher à l'utilisateur. Ce qui se passe dans le cas des micro-front-end, c'est que on a 2 front-end.
Donc du coup, on va dupliquer la partie écriture de code, déploiement. Donc on va avoir par exemple, si on reprend le cas de notre compagnie aérienne, l'équipe marketing qui va pouvoir écrire son code sur son micro front-end, le déployer. Et de manière totalement indépendante, l'équipe en recherche qui va pouvoir, elle aussi, écrire son code et le déployer. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où l'utilisateur veut accéder à sa page, on va télécharger tous les assets des deux front-end, des deux micro-front-end dans le navigateur. Et ensuite, Module Federation va réagréger ces différents micro-front-end pour afficher la page en entier à l'utilisateur. On va regarder un petit peu de code, juste avant, deux notions à connaître sur Module Federation pour que vous me compreniez bien. Dans Module Federation, il y a un host, qui est donc celui qui va aller chercher les remotes, qui sont donc les micro-front-end qui sont agrégés dans le host. Donc là, dans notre cas, le host serait marketing, le micro-front-end marketing, parce que c'est lui qui s'occupe de la homepage en général. Et dans sa config Webpack, j'ajoute un plugin, Module Federation, et je définis dans ses remotes, il peut en avoir plusieurs, ici il n'y en a qu'un, search, donc ça lui dit où est-ce qu'il peut aller chercher les assets de search. Et dans la config de search, je veux bien que tu reviennes en arrière, pardon. Dans la config de search, je lui dis tous les composants qui existent et qui sont exposés au consommateur de ce remote, donc ici le composant Searchlight. Ce qui fait que quand je reviens dans mon host marketing ici, je peux importer Searchlight comme s'il venait d'une librairie externe, mais là il vient plutôt de l'autre micro front-end. Maintenant vous savez faire le Hello World de Module Federation, c'est assez simple. La question c'est est-ce que ça passe à l'échelle, parce que c'est quand même ça qu'on essaye de faire. Première chose, là on peut assez facilement imaginer à quoi ça va ressembler dans un an quand j'aurai 6 équipes métiers qui ont chacune leur micro-fontaine, chacune 10 composants, voire 20 exposés. Ça devient vite le bazar à maintenir, ça va partir dans tous les sens. Et en plus, Module Federation est super sympa parce qu'il me permet en fait de faire en sorte que mon host soit aussi un remote et que mon remote soit aussi un host. Ce qui veut dire que c'est tellement facile d'avoir des dépendances circulaires. Quelle angoisse. Donc, il faut faire très attention à comment ça va se dérouler à la fin. Moi, ce que j'avais fait pour que ça n'arrive pas et pour que le sens de mes imports soit quand même lisible, c'est que j'avais créé un host qui était plutôt un squelette purement technique. Et dedans, tous mes micro-front-end étaient des remotes. Mais ça nécessitait du coup on avait une équipe dédiée, la Front-End Platform Team, qui était dédiée à maintenir tout ça, à s'assurer que la qualité des front-end suivait. Bon, du coup, Module Federation, c'est génial. En plus, c'est compatible avec plein de frameworks front. Vous pouvez utiliser avec des fronts Vue, Angular, React, ce que vous voulez. En plus, c'est même compatible avec le SSR. Dans l'exemple qu'on vous a montré, la réagrégation, elle se fait côté client après le téléchargement des assets. Mais en fait, vous pouvez aussi configurer Module Federation pour faire l'agrégation côté serveur. Et en plus, bon, on l'a bien vu, ça permet aux équipes d'être autonomes en travaillant sur des front-ends complètement décorrélés. Après, avec Adèle, on ne vous conseillerait quand même pas de foncer sur Module Federation dès votre sortie d'ASAL. On a, outre les limitations qu'on a déjà un peu évoquées, on a deux points d'attention sur Module Federation. Le premier, c'est que c'est une technologie qui est encore très niche et qui est maintenue par encore très peu de personnes. Donc la conséquence, c'est que quand vous avez besoin d'aide, de documentation, ça peut être un peu compliqué. D'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a la majorité des mainteneurs de Module Federation qui travaillent dans une ESN qui propose comme service justement de débloquer les gens sur ce sujet. L'autre limitation, elle est même générale pour tous les micro front-end, c'est que, comme on vous l'a dit, Module Federation, ça supporte plein de frameworks front. Du coup, rien ne vous empêche de vous dire « Ah, je vais avoir un micro front-end en React et puis un micro front-end en Vue ».
par hasard parce qu'il y a le tech lead de l'équipe marketing qui a un fanat de React alors que celui de l'équipe recherche ne jure que par le Vue. Ça, sur le papier, ça a l'air sympa. Le truc, c'est que souvent, quand on utilise des micro-front-end, c'est dans le cas d'un produit qui est grand, avec plusieurs équipes, et on a souvent envie que nos développeurs ils soient capables de passer d'une équipe à l'autre, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de passer toute leur vie sur la même équipe. Et ça, si chaque fois que vous changez d'équipe, vous êtes obligé de réapprendre un nouveau framework et de reprendre la techno, bah, ça peut vite être un peu bloquant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi un exemple d'un projet sur lequel on a travaillé qui a réussi à scaler sans micro-front-end. Donc on va vous en parler, c'est pour une banque d'investissement. On a commencé le projet avec eux il y a plus de 3 ans maintenant. C'était un projet très simple. On avait un front-end à destination des clients et un front-end à destination des administrateurs qui servaient de back-office. Donc on est allé très vite. On a une petite équipe, on va vite, on met en prod très rapidement, tout le monde est content, toujours la même histoire. Toujours la même histoire, comme tout le monde est content, bah on continue. Et du coup, on a des nouveaux utilisateurs, des nouveaux personas qui sont venus avec des nouveaux besoins. Et on a commencé à réfléchir à comment faire grossir le produit. Alors là, après ce qu'a dit Adèle, on pourrait se dire, bah, trop bien, on peut créer des nouveaux micro-front-end et faire grossir notre front-end main pour intégrer de nouvelles fonctionnalités qui auraient chacune leur micro-front-end. Sauf qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que nos utilisateurs, ils ont des besoins qui sont assez silotés. Et du coup, au lieu de se lancer dans un gros front-end, on s'est lancé plutôt dans des front-end complètement séparés, pour le coup, qui ont chacun leur propre équipe. Donc c'est vraiment des produits à part, qui ont chacun leur nom de domaine. Sauf qu'on n'a pas forcément envie de réinventer la roue chaque fois qu'on crée un nouveau front, et de risquer d'avoir des designs, par exemple, différents. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a factorisé les fonctionnalités communes de ces différents front-ends dans des librairies partagées. Donc ce qui permet par exemple d'avoir un design système commun qu'on peut réutiliser dès qu'on implémente un nouveau front et qu'on peut faire évoluer d'ailleurs sur tous les fronts en même temps. Et aussi une autre fonctionnalité qu'on a factorisée, c'est la fonctionnalité de gestion des formulaires, parce que c'est quelque chose qui est présent sur tous nos fronts. Et donc ça, moi par exemple, en tant que tech lead, j'ai dû recréer un nouveau front dans cet écosystème, et ça a pu aller très très vite en s'appuyant sur les briques qui existaient déjà. Donc grâce à ça, on a une de nos conditions pour avoir une équipe agile dans un gros système. Elles ont un scope réduit. Par contre, elles n'étaient pas autonomes pour déployer il y a quelques années. Moi, quand j'étais tech lead sur le projet, pour mettre en prod, comme on avait un monorepo, quand on mettait en prod, on mettait le code de tout le monde en prod. Et on avait un process très simple sur le papier. Tous les jeudis, c'était jour de recette. Les PO vérifiaient qu'il n'y avait pas de bug. Et s'il n'y avait pas de bug, moi, le vendredi, j'appuyais sur un bouton pour dire ça part en prod. Dans les faits, tous les jeudis, il y avait des bugs. Dans le meilleur des cas, il y avait un bug, donc on prenait un jour de retard. Dans le pire des cas, les 10 équipes avaient des bugs, donc en fait, on prenait 1 ou 2 semaines de retard. C'était un calvaire. Je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, c'était la pire semaine du mois. Aujourd'hui, on est sorti de ça, on a réussi à rendre les équipes autonomes. Donc maintenant, on a un flux en double branche. L'idée, c'est que quand le développeur fait sa feature, il part de la branche de production, il développe. Quand il est prêt, son changement est mergé sur staging, où la validation est faite. Et s'il n'y a pas de problème, c'est ensuite mergé en prod, et ça permet de rendre tout le monde autonome sur son déploiement. Pour résumer, ici, ça marche bien de ne pas utiliser de micro-front-end parce qu'on a des bonnes conditions. On a des équipes qui sont scopées plutôt sur des produits, donc elles peuvent avoir des fronts différents. C'est assez pratique et on a réussi à les rendre autonomes avec un autre process de mise en prod que celui qu'on avait avant. Une autre histoire qu'on voudrait vous raconter, c'est celle d'une migration d'un site de recettes pour laquelle on a utilisé des micro-front-end. Donc pour faire des migrations, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs techniques. La première, c'est le Big Bang.
pendant 1 an, si je suis très optimiste, je réécris toute ma base de code que j'ai codée pendant 10 ans. C'est la version très optimiste. Dans les faits, ça prend plutôt 2-3 ans. Et un jour, je clique sur un bouton et c'est le Big Bang. J'ai tout changé mon legacy avec ma nouvelle app. Et souvent, ça ne marche pas bien du premier coup, il y a des bugs. Ensuite, il y a la migration parallèle. Donc là, je fais vivre mon legacy et ma nouvelle app en parallèle et je fais des switches entre les deux. Et il y a le Strangler Fig pattern. Le Strangler Fig, c'est un figuier qui est aussi un parasite. Il se greffe sur un arbre et en fait, il va lui aspirer toutes ses vitamines pour lui grandir. Et à la force qu'il va grandir, il va remplacer l'arbre sur lequel il s'est greffé, il va tuer l'arbre. Ça a été théorisé pour aider les gens qui voulaient faire des migrations de monolithes vers du microservice. Donc en gros, au début, j'ai un gros monolithe, tout mon back-end. Je fais une première migration, je sors un premier microservice. Je fais communiquer les deux ensemble. Ça me permet de pouvoir continuer à faire des évolutions sur les deux. Puis je migre un deuxième microservice. Puis finalement, je les ai tous migrés. Et mon monolithe est mort de sa petite mort, tout seul. On l'a oublié. Et ça se passe plutôt bien. L'avantage de ça, c'est que ça permet, comme je disais, de faire vivre les deux en parallèle. Ça permet aussi de s'arrêter à n'importe quel moment. Si au bout du deuxième microservice, je pense que ça va aller mieux maintenant, que j'aurai moins de dépendance, je peux aussi m'arrêter. Donc ça, c'est faisable sur les front-end aussi. On peut le faire avec du page par page, avec du routing, on en parle tout à l'heure. Et vous me voyez venir, on peut le faire composant par composant, avec des micro-fontaines. Du coup, là, dans l'exemple qu'on avait sur notre site de recettes de cuisine, ce qu'on va vouloir migrer, c'est le composant du header avec la barre de recherche. Parce qu'on veut faire une optimisation sur la recherche. Alors, en plus, ce composant, il est présent sur toutes les pages. Donc, du coup, si on voulait tout migrer, si on voulait ne pas passer par la micro-frontaine, on serait obligé de tout migrer et d'attendre 2 ans, 3 ans pour avoir notre optimisation de recherche. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser micro-frontaine pour extraire ce header et pouvoir le migrer rapidement et l'optimiser rapidement. Pour faire ça, cette fois, on n'a pas utilisé Module Federation. On a utilisé des ESI, donc Edge Side Include. Si on reprend notre petit flux de tout à l'heure, donc dans le monde du monolithe micro-frontaine, on développe tout, on déploie et on télécharge les assets dans le navigateur. Là, ce qui se passe, c'est au début, on reprend comme pour Module Federation. On a nos deux micro-fontaines qui vont être chacun déployés indépendamment. Et cette fois, l'assemblage il va se faire at edge, donc avant le téléchargement des assets dans le navigateur. Donc, pour mettre en place ces ESI, sur le papier, ça a l'air assez facile. On a une balise, ESI include, avec un SRC qui pointe vers le micro-fontaine qu'on va injecter. Ça a permis de faire une première mise en prod en 2 mois, de satisfaire les utilisateurs, mais derrière, c'était beaucoup plus compliqué que sur le papier. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est du HTML vanilla sans trop de trucs fancy. En l'occurrence, il y avait du React, des techno PHP, c'était beaucoup plus compliqué que ça à intégrer. Encore une fois, bonne nouvelle, on a aussi des solutions sans micro-front-end. Donc là, je travaille actuellement sur un site de voyage. Et l'enjeu, c'est justement de faire une migration front-end. Donc là encore, ce n'est pas le site sur lequel j'ai vraiment travaillé. Mais comme pour les compagnies aériennes, finalement, les sites de voyage se ressemblent beaucoup. Du coup, pour simplifier, on va imaginer on a notre site en 3 pages, une home page assez classique, une page qui permet de visualiser toutes les destinations, et enfin une page de formulaire qui permet de réserver un voyage. Nous, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire des améliorations sur cette dernière page. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le site, il est sur une stack legacy à laquelle personne n'a touché depuis 2-3 ans. Du coup, tout le monde a très peur de faire des modifications sur cette stack. Et puis en plus, vous imaginez bien que ce formulaire, il est un peu essentiel pour le business du client. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on va migrer le formulaire avant de faire les évolutions. Et cette fois, il s'agit d'une page, on peut faire de la migration page par page. Donc pour ça, c'est assez simple.
on va utiliser une brique de routing avec une configuration Nginx pour pouvoir orienter vers l'ancien ou le nouveau front-end selon les pages, à l'aide de regex. Donc par exemple, si on prend la page destination qu'on a décidé de garder pour plus tard, le routing va l'envoyer sur notre vieille stack. Bon, c'était pas de l'Angular, hein, c'est juste pour... voilà. Et notre nouveau formulaire migré, on va pouvoir l'envoyer sur notre nouvelle stack. Ça permet aussi de faire des rollouts par marché assez facilement, puisque en fait, c'est d'après une regex de l'URL qu'on redirige vers l'un ou l'autre des front-ends. Et donc, on peut faire regex sur le marché pour déployer d'abord l'Italie, puis la France, par exemple. Alors, on a quand même quelques limitations. Adèle en a déjà un peu parlé avec la migration progressive à l'aide de page par page, à l'aide de routing. Déjà, c'est un peu ce qu'on avait vu sur l'exemple d'avant. Ça marche quand on veut vraiment migrer toute la page. Ça ne marche pas pour migrer uniquement une partie de la page. C'est aussi plus dur à faire avec une SPA, parce que là, ça demande d'avoir quand même un système de routing qui sort du front, alors que sur une SPA, généralement, le routing se fait en interne du front-end, donc il faut quand même trouver un moyen de faire sortir l'utilisateur. Donc ça marche bien avec du SSR ou avec un CDN. Et enfin, dernière petite subtilité, ce sont les composants partagés. Parce que là, ça ne se voyait pas trop, mais sur notre site, par exemple, on a un footer. Notre footer, il est présent sur toutes nos pages. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à migrer page par page, on est obligé de dupliquer notre footer pour qu'il soit présent à la fois sur l'ancienne stack et sur la nouvelle. A priori, tout va bien. Sauf qu'on veut aussi faire des évolutions dans le footer en parallèle de la migration. Donc là, on est obligé de dupliquer chaque évolution. Donc ça demande un peu d'organisation. On arrive à la fin de nos histoires. Et du coup, la question était quand est-ce que je dois les utiliser. Nous, on a identifié du coup 2 cas où c'est intéressant. Le premier cas, c'est j'ai une très grosse équipe et j'ai besoin qu'elle reste agile. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on vous dit, c'est que c'est intéressant de savoir que ça existe, mais peut-être que votre problème, il peut se résoudre avec d'autres technos que des technos open source, dont on ne sait pas si elles seront toujours maintenues dans quelques années. Vous pouvez aussi peut-être y aller plus rapidement avec une lib de composants partagés. Vous pouvez peut-être déjà résoudre des problèmes, ou juste en changeant des process. Enfin, juste déjà en changeant des process. Donc, réfléchissez avant de vous lancer là-dedans. Dans le cas des migrations, moi, c'est ma croyance forte que faire des migrations Big Bang, c'est plus facile techniquement, mais d'un point de vue agile, c'est juste faire des gros cycles en V. C'est très dur d'embarquer ses stakeholders pour faire ça, parce que, à part les stakeholders tech, personne ne comprend ce que vous êtes en train de faire. Donc ça peut être un robinet sans fin de budget. Si vous pouvez le faire de manière progressive, ça va être plus coûteux techniquement, mais ça va être moins risqué sur le long terme. Et dans ce cas-là, c'est super de savoir que vous pouvez utiliser des micro-fontaines pour, comme on l'a montré, avoir des quick wins et déjà donner de la valeur à vos utilisateurs sur un composant que vous n'auriez pas réussi à changer avant. Je voudrais aussi faire une ouverture. On a fait déjà quelques parallèles avec les microservices parce que en termes d'organisation, ça se ressemble beaucoup. Les microservices ont eu le vent en poupe il y a quelques années. Et là, ça redescend. On entend des gens qui disent c'était pas une si bonne idée. Je pense que ce qui s'est passé pour certaines entreprises, c'est que elles ont connu ces grosses phases de scale. Elles ont eu besoin d'avoir ces scopes très réduits, ces déploiements indépendants. Et c'était une super solution. Et aujourd'hui, elles ont moins d'effectifs parce que leur site est stable. Il y a moins de features à shipper toutes les semaines. Donc, c'est plus aujourd'hui, c'est de l'over-engineering, mais ça ne l'était pas hier. Donc, je vous conseille aussi d'avoir une porte de sortie. Réfléchissez à sur combien de temps ma phase de scale elle va s'étaler. Si c'est que pour 1 an, je choisis aussi des solutions qui vont dans ce sens-là. Quoi qu'il arrive, c'est quand même des technos de pointe qui sont très sympas à utiliser. Donc on vous a mis quelques exemples pour aller plus loin si ça vous intéresse. Je vous ai aussi partagé un repo que moi j'ai fait pour vous partager comment j'ai fait du module Federation avec plein d'outils de standard du marché avec TypeScript, Next, pour que ça fonctionne bien.
Et du coup, on vous a aussi mis petit QR code vers le lien Open Feedback parce qu'on est très preneur de vos retours sur la présentation. Et comme il nous reste quand même beaucoup de temps avant la fin, on prend déjà toutes vos questions. Mais aussi, si vous avez un peu des retours d'expérience où vous avez été confronté à ces problèmes de scaling, d'équipe, ou si vous avez vous-même expérimenté les micro front-end, voilà, on est ouvert à la discussion là-dessus. Merci beaucoup.